de l'urgence des transdisciplinarités. Il n'y a qu'un seul sacrifice effectivement rédempteur, le sacrifice de la volonté propre pour faire place à la connaissance de Dieu. Aldous Huxley. Tout le monde est devenu épistémologue. D'un côté, on a un déchirement complet du point de vue cognitif et moral entre la science et la société. Cette dernière est tout d'un coup totalement imprégnée des sciences en question. Il me semble pertinent de se demander quel est l'ascenseur, la courroie de transmission analogue à celle fonction, qu'avaient rempli Jules Verne, Flammarion, Pierre Teilhard de Chardin. Je crois évidemment que cette transmission a été remplie par les médias, radio, télévision, les journaux, qui jugent journellement le savoir et qui ont opinion, surtout en tant que directeur d'opinion concernant les sciences. Quel est alors, dans l'état actuel, le rapport entre la société et la science? L'interdisciplinarité qu'il faudrait inventer pour remettre de l'ordre dans ce type de rapport qui est dominé par deux contradictions, la contradiction du je ne comprends pas et l'autre pôle du je sais tout et juge sur tout. Aujourd'hui, il y a les sciences humaines d'une part et les sciences dures d'autre part. Lors d'une conférence à laquelle je devais assister, un des intervenants avait proposé une réflexion sur l'interdisciplinarité. À ma grande surprise, il n'a parlé que de disciplines des sciences humaines, économie, finance, sciences politiques. Il n'y avait pas du tout l'ombre de sciences dures. Un tout petit peu d'histoire. Elles sont nées, les sciences sociales, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, à la fois en Allemagne, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, avec la philosophie de la mythologie, Auguste Comte qui a inventé le mot sociologie, Charles Bonnet, la psychologie. Bref, disons qu'elles sont toutes nées entre la fin du siècle des Lumières et le milieu du XXe siècle. À l'intérieur des sciences humaines, la technique est défaillante. À partir de cette époque, l'enseignement dans le monde entier forme deux populations distinctes, d'un côté les littéraires et d'un autre les scientifiques. Bien entendu, ces populations ne se connaissent pas depuis la jeunesse. Ils sont d'un côté des individus cultivés, tout à fait ignorants, et d'un autre des savants parfaitement incultes. Ces deux populations érigent deux types de savoir, l'un qui représente précisément la société et l'autre qui représente précisément le monde. Ce qui nous ramène d'une certaine manière à l'époque de Galilée. Est-il possible d'établir d'un coup un court-circuit entre ces deux sciences qui nous permettrait de comprendre une fois les interactions réciproques entre le monde et les hommes? D'un côté, il faut le dire, les sciences humaines décrivent des faits, donc descriptives, tandis que les sciences dures sont des sciences explicatives, normatives, qui énoncent des lois annonçant des actions. Tout d'un coup, on s'aperçoit que les individus qui se sont formés aux sciences humaines sont les commerçants, les administrateurs, députés, politiciens, journalistes, écrivains, philosophes. Tous ceux à qui nous donnons la parole sont formés aux sciences humaines. Mais si la société se transforme de façon décisive, chaque change de manière brutale, c'est en raison des sciences dures. Si vous regardez de près comment la société a changé depuis 70 ans, grâce à la médecine, la biologie avec leurs exploits, l'espérance de vie a cru verticalement en changeant complètement la tendance sur les générations futures. On est dans une société très intéressante où le rapport entre la science et la société est le suivant. Ceux qui gouvernent, parlent, administrent, gèrent sont tous formés aux sciences humaines. Cependant, ceux qui sont dans la transformation radicale de la société telle qu'elle l'est aujourd'hui sont manipulés, inconscients d'une certaine manière, et cela est dû aux sciences dures d'aujourd'hui. Vous voyez la coupure fondamentale. En effet, si on parle beaucoup de la coupure, on en parle du point de vue financier, géopolitique. Mais là, je vous parle d'une qui me concerne, qui vous concerne, qui concerne la totalité d'Afrique occidentale. Cette dernière se transforme grâce à des sciences dures et est décrite de façon élégante par les sciences humaines qui n'ont aucun rapport avec cette transformation. Et là, je vous parle à vous. Écoutez. Je ne sais pas si je vous posais la question à savoir entre Sartre et Fleming, qui a découvert la pénicilline, qui va me répondre. Ou à la génération de nos pères, qui est le plus important entre Bourdieu, Foucault ou Turing.
Je parierais ma vie qu'il n'y a pas 10% d'entre vous qui connaissent ce dernier. D'ailleurs, Turing, c'est lui qui a créé l'ordinateur. Vous connaissez son histoire? J'ai envie de vous la raconter. Turing était un professeur d'arithmétique dans un collège britannique. Il a été recruté au début de la guerre dans le département du chiffre à l'Amirauté et il est parvenu à décoder grâce à ses machines les messages secrets de l'Amirauté nazie. Par conséquent, pendant toute la guerre, les Alliés ont cherché à cacher aux Allemands la connaissance de leurs messages, donc nous pouvons dire que Turing a gagné la guerre tout simplement. D'ailleurs, il a été condamné aux tribunaux quelques années pour homosexualité en Angleterre, ce qui est très beau d'une certaine manière. Donc, il était un homme qui a non seulement gagné la guerre, mais changé la société. C'est un homme que les gens ne connaissent pas. Je ne sais pas si je demandais aux journalistes qui sont les 5 derniers prix Nobel, même si pour de vrai, je ne lui donne aucun crédit, dans n'importe quel domaine, physique ou médecine, j'en suis sûre qu'ils ne sauraient même pas m'en dire un. Le saviez-vous, vous qui lisez? Vous voyez, donc là, il y a urgence, urgence majeure. Et nous rejoignons réellement les transdisciplinarités, non pas au sens universitaire, parce que quand on est dans une discipline, on est spécialiste. Attention, lorsqu'on est spécialiste, cela favorise l'efficacité, mais empêche l'innovation. Plus vous êtes spécialiste dans un domaine, plus vous êtes efficace, mais moins vous pouvez accéder à l'innovation. Par conséquent, je crois que nous sommes dans l'état pré-galiléen. Pour Galilée, c'était l'abstraction et le concret. Pour nous, ce sont les sciences de la société et les sciences du monde. Si nous ne faisons pas cela, nous ne gouvernerons plus. Nous ne ferons plus que gérer. Vous entendez la distinction entre gérer et gouverner. Gouverner, c'est tenir le gouvernail, c'est-à-dire savoir où l'on est, savoir d'où l'on vient et savoir où l'on va. C'est dire qu'il urge de retrouver l'idée de progrès telle que prônée et appliquée à l'époque des Lumières. Si on ne gouverne pas, on ne fera que gérer. Gérer des bilans, des équilibres, en particulier financiers. Qu'est-ce que l'équilibre? C'est ce qui ne bouge pas, logiquement, complètement statique. Alors, je ne dis pas que j'ai inventé cette discipline, mais je crois que le génie du 21e siècle sera celui qui l'inventera. Et je crois pouvoir dire le lieu où elle se passera. Cette invention sera dans le fossé où je suis en train d'écrire. Si vous voulez devenir des hommes contemporains, je souhaiterais au moins 2 choses. Que vous vous adonniez le plus possible à des sciences dures afin que vous complétiez votre bagage. Que vous ne soyez pas seulement des gens cultivés et ignorants des sciences humaines qui sont en train de transformer la société, mais aussi les praticiens des sciences dures gagneraient aussi à s'adonner aux sciences humaines. C'est donc un problème d'enseignement et d'éducation. Mais si c'est un conseil que je peux donner à la jeunesse à laquelle je fais partie, du moins au vu de mon âge, c'est de faire de plus en plus le pont entre les sciences dures et sociales, comme l'écologie, qui est l'une des plus compliquées, ainsi que les innombrables sciences avec lesquelles elle est en rapport. Parce que vous serez beaucoup plus capable de gouverner, de gérer une entreprise, parce que vous saurez vraiment à partir d'où le monde est en train de se changer. Les animaux nous donnent cependant des leçons dans l'exploration et la libération de notre potentiel. Ils procèdent par essais-erreurs et parviennent à réaliser des mouvements physiques ou intellectuels que nous ne leur aurions jamais prêtés. Certains serpents, comme Chrysopelea ornata qui vit au Vietnam, peuvent sauter d'arbre en arbre et planer sur une distance allant jusqu'à 100 mètres 21. D'autres, comme le mamba noir, peuvent filer à plus de 30 km à l'heure en s'appuyant sur les hautes herbes et, la plupart peuvent nager sur ou sous l'eau. Ces postures possibles, ces états possibles de leur kinésphère, les serpents les ont trouvés par essai-erreur dans cette posture typique de la nature qui la distingue tellement de l'économie humaine et qui explique sa durabilité, sans avoir peur du futur, sans regretter le passé. L'humain, lui, s'interdit certaines explorations mentales et la pression des pairs l'encourage au confinement.
Mais si nous explorons librement tous les états, tous les mouvements possibles de notre noosphère, des possibilités immenses s'offrent à nous, de nouvelles rivières cérébrales, de nouveaux mouvements de l'esprit. Un serpent peut planer, un chien dressé peut ouvrir une porte ou utiliser une télécommande. Des oiseaux peuvent compter. Un poulpe peut innover et transmettre son savoir. Et notre cerveau, que peut-il faire? Le 9 Safar 1444 après Égypte, mise à jour le 13 Sha'aban 1444 après Égypte.